Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle histoire du soir que vous pouvez écouter et regarder n'importe quel moment de la journée. Pour ce nouvel épisode, on va revenir sur l'un des mystères les plus célèbres d'Internet, à savoir l'histoire des 3 disparus de l'île d'Eileanmore en Écosse. Alors dit comme ça vous dira peut-être rien, mais en fait il s'agit de l'histoire, la fameuse histoire de ces hommes travaillant dans un phare en Écosse au début du siècle dernier et qui ont disparu mystérieusement. Nous sommes donc en 1900, en l'année 1900, et en Écosse, au large de l'île de Skye, sur la petite île d'Eileanmore, se trouve un phare. Et il se trouve que l'île d'Eileanmore a une certaine réputation, une réputation d'étrangeté, de bizarrerie. C'est-à-dire que les personnes qui se trouvaient sur l'île, qui ont passé du temps sur l'île, y ont toujours connu comme une bizarre impression d'être observés. Donc on ne part pas forcément sur l'endroit le plus touristique de l'Écosse, mais il se trouve que cette île a une particularité, cette île a un phare. Chose absolument indispensable à l'époque pour la navigation. Au moment de notre histoire, 3 personnes opèrent le phare en question. Et en décembre 1900, alors qu'un vaisseau, un petit bateau passe à proximité de l'île d'Eileanmore et donc du phare, l'équipage de ce petit bateau va se rendre compte que le phare est éteint, ce qui constitue une irrégularité totale, et également un sujet d'inquiétude. Le lendemain, le vaisseau en question va retourner sur l'île de Skye et prévenir les autorités que le phare d'Eileanmore est éteint. Très rapidement, une équipe va être mise en place pour aller enquêter et comprendre ce qui ne va pas à la fois avec le phare, mais également avec les hommes qui sont supposés l'opérer. Alors, l'île d'Eileanmore est une île qui est très petite, et en arrivant depuis la mer, on peut voir très facilement l'accès du quai de l'île d'Eileanmore jusqu'au phare. C'est littéralement un sentier que l'on peut voir en arrivant sur l'île depuis la mer. Et il y a fatalement quelques rituels à observer, surtout à l'époque, à savoir que quand un bateau se rend sur l'île, le personnel présent sur l'île est supposé aller à la rencontre de ces gens. On peut avoir affaire à une équipe de remplacement, et auquel cas, il faut qu'il y ait quelqu'un présent sur le quai pour accueillir les nouveaux venus et de son côté aussi sécuriser l'amarrage du bateau. Or, rien de tout ça ne va arriver. Le bateau de sauvetage va aller sur l'île d'Eileanmore et n'y rencontrer strictement personne. Personne ne vient à leur rencontre, ce qui est déjà un sujet d'inquiétude. Un membre de l'équipage du bateau de sauvetage va être envoyé sur l'île et jusqu'au phare pour essayer de secouer les hommes qui ont disparu. Est-ce qu'ils ont trop dormi? Est-ce qu'ils ont potentiellement bu? Personne ne le sait à ce moment-là. Et déjà plusieurs détails vont frapper l'observateur en question. Arrivé sur le quai d'amarrage, il va se rendre compte que l'un des pylônes en acier qui est supposé sécuriser l'amarrage d'un navire, il va s'apercevoir que ce pylône est tordu. Et tordu. Et on parle là d'un pylône en acier. Pas forcément le matériau le plus facile à tordre. Et alors qu'il remonte le sentier pour rejoindre le phare, il se rend compte que un des rochers, un rocher énorme de plusieurs tonnes, un des rochers autour duquel on avait fait le sentier, on ne pouvait pas bouger un tel rocher, alors il a fallu construire autour, eh bien ce rocher a bougé.
de plusieurs mètres. Le sauveteur en déduit donc, logiquement, qu'il y a eu une tempête. Une tempête d'une violence inouïe, jamais vue, pour que des rochers de plusieurs tonnes soient bougés, des rochers qui pourtant en ont vu des intempéries. La tempête en question avait dû être absolument fantastique. Le sauveteur rentre dans le phare et appelle les hommes. Il appelle ceux qui sont supposés être là. Et personne ne répond. Alors, il va inspecter le phare. Dans un premier temps, il se rend compte que, sur la table, il y a des assiettes et de la vaisselle sale. Il se rend compte aussi que dans certaines assiettes, certains aliments n'ont même pas été complètement consommés. Ce qui est un problème. Cela relève de l'urgence. Pour abandonner ainsi son repas, il y a dû y avoir une urgence. Quelque chose potentiellement de dangereux qui a demandé à ce que ces hommes s'enfuient ou alors s'occupent du problème immédiatement. Dans les chambres des gardiens du phare, les lits ne sont pas faits, ce qui constitue également une irrégularité et un motif d'inquiétude. Dans les phares, à l'époque, et dans d'autres institutions maritimes, et aussi d'autres institutions, notamment de l'armée, quand une équipe de remplacement arrive, elle doit pouvoir prendre ses fonctions immédiatement. Elle doit pouvoir entrer, poser ses bagages et commencer à travailler. Sous-entendu, les lits doivent être faits, la vaisselle doit être lavée et rangée, pareil pour la table, pareil pour la cuisine, pareil pour toutes les commodités. Et là, rien n'est fait. Et les hommes ne sont toujours pas là. Un dernier point de détail, il y a encore, à l'entrée du phare, un ciré, un imperméable de marin, qui est toujours accroché à son porte-manteau, ce qui, là aussi, constitue un motif d'inquiétude. Par gros temps, et à plus forte raison par temps de tempête, aucun homme ne sortirait sans son imperméable. C'est un accessoire absolument indissociable de ce métier. Et pourtant, il y en a un encore accroché juste là. Mis bout à bout, il y a eu manifestement une urgence, et pourtant, certains éléments ne collent pas, ne sont pas cohérents. S'il y avait eu effectivement une urgence à sortir du phare pendant un épisode de tempête, l'homme se serait saisi de son imperméable, obligatoirement. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Finalement, l'homme en question va tomber sur le sésame dont il avait besoin, à savoir le journal de bord du phare. Le journal de bord est rempli quotidiennement de tous les événements possibles. S'il ne s'est rien passé de la journée, il doit tout de même noter au jour et à l'heure, aujourd'hui il ne s'est rien passé. Donc imaginez, pour des événements marquants, il faut marquer l'heure et l'événement en question. Et dans le journal de bord en question, quelques jours avant que le fameux bateau repère le phare éteint, il est noté, en substance, que le phare est en train d'être la victime d'une tempête. Mais on parle là d'une tempête sur des proportions bibliques. Par exemple, le chef d'équipe va noter que l'un de ses hommes, pourtant un homme hyper chevronné, un homme qui a une expérience de plusieurs dizaines d'années dans ce genre de travail, un homme pur de la mer, vraiment, un homme qui a déjà travaillé sur ce genre de phare, dans ce genre de circonstances, un homme qui est pétri d'expérience. Et pourtant, il est raconté dans le journal de bord que cet homme s'est effondré au sol en larmes. Il est absolument dans un état désespéré de peur et de panique qui l'a conduit à pleurer toutes les larmes de son corps pendant une tempête. Ce qui renvoie directement à la puissance de cette tempête
qui semble être jamais vue, inédite. Et du coup, se pose la question. Qu'est-il arrivé aux hommes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont enfuis? Est-ce qu'ils ont décidé de quitter le phare? Ce qui serait franchement incohérent et dangereux. Si la tempête était puissante à ce point, il ne se serait sans doute pas risqué dehors. Le journal contient d'autres entrées du même style, qui détaillent la puissance de la tempête, qui traduit en fait une panique chez les hommes. Même chez le chef d'équipe qui semble écrire à la va-vite, comme s'il était désespéré de pouvoir coucher les lignes avant de mourir. Et puis, la dernière entrée du journal. La dernière entrée du journal est complètement différente des autres puisque elle établit la fin de la tempête. Le ciel est dégagé, Dieu veille sur nous. C'est littéralement la dernière entrée du journal. Le ciel est dégagé et Dieu veille sur nous. Donc, en lisant cette dernière entrée, on peut s'attendre à une fin heureuse. Parce qu'il n'est fait nulle part mention d'une victime, il n'est fait nulle part mention de la disparition d'un des membres de l'équipe, le ciel s'est dégagé, la tempête est finie. Elle a été très violente, elle a été traumatique, mais elle est finie. Et pourtant, les hommes ne sont pas là. Du coup, le sauveteur va prendre le journal de bord, le ramener à son capitaine. Le capitaine en question va lire le journal de bord et va décider d'une dernière ronde avec les hommes de son bateau sur l'île pour éventuellement retrouver quelque chose, un indice, une trace que ces hommes sont encore là quelque part. Ils ne trouveront rien. Et du coup, le bateau va repartir de l'île d'Isle More jusqu'à l'île de Skye, et de là partira un telex qui dira que l'île d'Isle More, le personnel présent sur l'île d'Isle More, a été la victime d'un événement météorologique et que ils ont tous les trois disparu. Pour l'amirauté, pour les autorités, ces trois hommes sont morts. Alors, du coup, ça fait beaucoup de mystères. Les affaires des hommes du phare qui ont été laissés jetés un peu de partout, alors que c'est complètement contraire aux règles de vie maritime plutôt. On est sur un mystère, mais bon, ces trois hommes ont disparu, manifestement il y a eu une tempête, et on ne sait pas où ils sont. Donc pour l'autorité, ils se sont perdus en mer. Potentiellement, le vent a pu les propulser, les jeter dans la mer, et ils se sont noyés. Mais c'est là qu'arrive la dernière couche de mystère. L'île d'Isle More est visible depuis l'île de Skye. Si le temps le permet, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de brouillard ou s'il n'y a pas trop de nuages, on peut voir depuis l'île de Skye l'île d'Isle More et le phare. Ce qui sous-entend que s'il y avait eu une tempête de proportion biblique, il y a de fortes chances que les gens de l'île de Skye l'aient vue et sans doute même l'aient vécue, ce qui n'était pas le cas. Plus encore, il est dit qu'au moment où le capitaine de l'équipe du phare rentrait dans son journal qu'une tempête s'abattait sur l'île, sur le même jour, des témoins affirment avoir vu l'île d'Isle More depuis là où ils étaient. Sous-entendu, les conditions météorologiques le permettaient, sous-entendu, il n'y avait pas de tempête. Cette tempête n'a existé que dans le livre de bord des hommes du phare d'Isle More. C'est une affaire qui n'a pas connu d'explication depuis l'année 1900. Toutes les incohérences qui tournent autour de cette histoire, le fait que ces trois hommes aient apparemment fui l'île d'Isle More, alors que au moment où ils fuient potentiellement l'île, la tempête est supposément être finie, puisqu'ils l'ont eux-mêmes noté dans le journal de bord. Sauf que la tempête en question n'a été vécue que par eux. Les gens qui vivaient sur l'île de Skye, qui est pourtant
quasiment voisines avec l'île d'Isle More n'ont jamais vécu une tempête pareille. Au point même que l'île d'Isle More était visible depuis la côte. Il n'y a aucune explication. On ne sait pas ce que sont devenus ces 3 hommes, ce qui en fait encore aujourd'hui l'une des histoires de disparition les plus célèbres d'Internet. Voilà, c'est tout pour cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à laisser vos commentaires et pourquoi pas vos théories sur la disparition de ces 3 hommes. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.